Je peux sentir le public avec les acclamations, s'il vous plaît. Bonjour à toutes et à tous, nous sommes heureux de vous accueillir dans ce deuxième panel du débat public du consortium Média Mbouta Timini officiel et Info Vibe TV. C'est jeudi 27 novembre 2025 dans le cadre de la célébration de la journée internationale pour l'élimination des violences à l'égard des femmes. Notre sujet, comment garantir une réponse de qualité aux victimes de VBG, rapidité, coordination et respect des normes. Les violences basées sur le genre restent une réalité préoccupante dans nos communautés. Pourtant, de nombreuses victimes n'arrivent pas à obtenir une prise en charge adéquate. Entre retard dans les soins, manque d'informations sur la coordination entre la police, la justice, les structures sanitaires et les services psychosociaux, beaucoup se demandent ce qu'est réellement une réponse de qualité en matière de VBG. Que signifie réellement une réponse de qualité? Pourquoi certaines victimes n'y ont toujours pas accès? En tout cas, comment améliorer la rapidité dans la coordination et le respect des normes dans nos structures? Nous tenterons plutôt à répondre à toutes ces questions au cours de ces débats avec nos invités. C'est pourquoi je m'en vais sur ce plateau recevoir Maître Félicien Matamachi. Vous êtes coordonnateur de RAFEDEF. Maître, bonjour. Bonjour. Nous recevons également sur ce plateau M. Colin Tibondo. Il est de l'ONG Femmes Main dans la Main pour le développement intégral. M. Colin, bonjour. Bonjour. Enfin, Madame Merveille Songilola, coordonnatrice de l'ONG Amour Plus. Madame, bonjour. Bonjour, Monsieur Alexis, et bonjour au public. Mesdames et messieurs, à toutes et à tous, nous vous souhaitons la bienvenue. Merci de votre attention soutenue. Nous, première partie de ce débat. Avant tout, rappelons les violences basées sur le genre constituent un problème majeur de santé publique et un droit humain. Une réponse de qualité, c'est une prise en charge rapide, coordonnée, sécurisante et respectueuse de la victime. Mais est-ce vraiment le cas sur le terrain dans la province du Kasaï central? Je commence avec vous, Monsieur Colin Tibondo, par réponse de qualité. Qu'est-ce que nous pouvons entendre? Merci beaucoup. Je dis merci au consortium Mbouta Timini et partenaires. Je dis aussi bonjour et merci à mes copanélistes, Madame Merveille Sangilola et Maître de RAFEDEF. Alors je dis aussi bonjour et merci à tous ceux qui nous suivent ici dans la salle et même ceux qui nous suivent à partir des radios. Alors, qu'est-ce qu'on peut attendre par une réponse de qualité? Moi, j'ajouterais une réponse de qualité. Elle est de qualité si elle est dans une approche qu'on appelle holistique. C'est-à-dire, c'est une approche qui est centrée sur la victime qu'on appelle survivante. Alors, quand la survivante, après qu'elle soit passée par les VBG ou qu'elle ait été agressée d'une manière ou d'une autre, parce qu'il y a beaucoup de sortes de violences, quand elle vient vers nous, la porte d'entrée traditionnelle, nous l'appelons la porte médicale. Parce que quand une femme est violée, quand elle a été victime de violences physiques, on l'amène d'abord à l'hôpital. Et à l'hôpital là-bas, s'il s'agit de viol, il y a des kits qu'on donne. Il y a par exemple le kit PEPS ou PEP. C'est des médicaments qu'on donne pour prévenir contre des grossesses non désirées ou même des IST, pourquoi pas. Alors, ça ne s'arrête pas à ça. C'est une réponse intégrée parce que c'est une réponse qui est donnée au CISM. Le CISM, c'est le centre intégré des services multisectoriels. Donc, en dehors de la porte ou du volet médical, il y a le volet psychosocial. Cette femme, cette victime qui a été attaquée, eh bien, elle a besoin des conseils. Il faut qu'on puisse l'aider à se retrouver parce qu'elle est traumatisée après avoir subi les violences. Il faut qu'il y ait un accompagnement psychosocial. Et après cela, il y a le volet juridique. Alors, le volet juridique, de ce côté, qu'est-ce qu'on fait? On lui apprend, on l'informe à propos de ses droits. Ouais. Parce que elle peut décider, après avoir été informée de toutes les possibilités juridiques
et judiciaire qui s'offre à elle de poursuivre son bourreau. Voilà. Et après cela, chez nous au FMDI, nous avons aussi la porte de sortie qui est la réinsertion socio-économique. Voilà. Merci beaucoup pour cet éclaircissement. Merci. Nous allons revenir vers vous. Nous donnons à présent la parole à Maître Félicien Matamachi. Nous les rappelons plutôt qu'il est avocat au barreau du Kasaï central et coordonnateur des RFEDEF. Maître Félicien, à votre avis, est-ce que vous trouvez que la réponse des qualités est-elle importante? Oui, absolument. Lorsque une personne est victime d'un viol ou toute autre incrimination, il doit avoir besoin d'une réponse. Et aujourd'hui, nous parlons d'une réponse holistique. Donc, tous ces services ici concourent pour réhabiliter la personne de la victime. Mais la question qu'on doit se poser maintenant là, est-ce que nous estimons que les services qu'on offre à la population, à nos victimes, est-ce que c'est les services de qualité? Parce que qui dit service de qualité commence par la personne qui doit être en contact avec la victime. Est-ce que c'est des personnes formées? Est-ce qu'il y a des mesures de protection qui sont envisagées, planifiées ou soit mises en place pour recevoir la personne de la victime? Donc, c'est ça le problème. À un moment là, on fait semblant d'offrir les services aux victimes, mais par moment, ce n'est pas les services de qualité. Parce que les services de qualité commencent par la qualité de l'information que vous livrez à la personne de la victime. Ouais. Et en dehors de la qualité de l'information que vous devez mettre à la disposition de la victime, mais aussi les services que vous allez offrir à cette victime-là. Vous ne pouvez pas, par exemple, vous trouvez une victime, vous récoltez des informations et que vous n'avez pas, et même si, alors moi je suis avocat, je vois aussi certains avocats, par exemple comme au barreau là-bas, ouais. Vous voyez les jeunes avocats qui viennent de prêter serment et du coup vous trouvez un dossier, on dit bon, va suivre ce dossier-là. Une personne qui n'a pas été formée. Aujourd'hui, nous avons des nouveaux magistrats qui sont là-bas. Ce ne sont pas des magistrats qui sont formés. Et aujourd'hui, une victime arrive devant votre bureau et vous la mettez en présence de beaucoup de personnes sans que vous puissiez même demander, vous avez des femmes, vous avez des hommes. Donc, dans des ressources que vous devez avoir dans votre organisation ou dans votre service, vous devez avoir les hommes et les femmes. Vous ne pouvez pas imposer la seule volonté à la victime pour dire non, voilà, je suis homme, bon, c'est moi qui est là, je dois prendre des déclarations, mais je dois t'écouter. Maître Souffré, que je vous relance un peu. Oui. Est-ce que vous pouvez nous dire brièvement cette réponse des qualités est-elle importante? Cette réponse elle est importante pour les bénéfices de la victime. Et maintenant, le problème, c'est que est-ce que cette réponse, nous l'avons? C'est ça, donc, ce questionnement que nous devons. Est-ce que nous avons cette réponse de qualité, non? Merci. On reviendra pour les détails de tout ceci. On accorde la parole à la coordonnatrice d'Amour Plus, Madame Merveille Sangui Lola. Madame, vous avez quelle lecture par rapport à ces concepts dans la province du Kasaï central? Alors, merci de la parole. Je commence vraiment par remercier les organisateurs de nous avoir associés à ces débats publics. Pour ne pas revenir sur ce que mes prédécesseurs étaient en train de dire, moi, j'aimerais qu'on retienne qu'une réponse de qualité, c'est d'abord une réponse qui répond, qui répond aux besoins de la victime. Parce qu'en général, on définit une réponse de qualité comme une réponse holistique. Ça veut dire qu'il faudrait que la victime puisse bénéficier de la prise en charge médicale, de l'accompagnement psychosocial, de l'accompagnement juridique, de la réinsertion. Mais il est important de se poser la question, est-ce que tout ce qu'on fait ou tout ce qu'on entend faire pour la victime, est-ce que réellement ça répond à ses vrais besoins? En général, lorsqu'on reçoit un cas de viol, pour les personnes qui ne sont pas formées, un cas de VBG en général, le premier réflexe, c'est de dénoncer, par exemple, sur les réseaux ou aller en justice. Mais on devrait se mettre en tête que le premier réflexe
lorsqu'on est en face d'une victime des violences basées sur le genre, particulièrement du viol ou de la violence physique, que le premier réflexe serait de l'amener à l'hôpital. Okay. Pourquoi? Parce que malheureusement, on se retrouve devant des victimes des viols qui ont contracté le VIH. On se retrouve devant des victimes des viols qui sont tombées enceintes parce que les personnes auprès de qui ils sont allés, les personnes ont préféré amener d'abord le dossier à la justice au lieu de les amener à l'hôpital. Moi, j'ai un cas que je suis en train de suivre. Une jeune fille de 16 ans s'il vous plaît, qui était juste en train d'aller vendre avec un bassin sur la tête, qui a été victime d'un viol. Et aujourd'hui, elle se retrouvait enceinte. Elle a, Dieu merci, elle a mis au monde, mais elle a également contracté le VIH-Sida. Mais imaginez-vous, posez-vous la question pour cette jeune fille de 16 ans qui a des rêves, elle a des ambitions, mais qui s'est retrouvée non seulement avec un enfant, mais elle se rend compte que sa vie a basculé du jour au lendemain parce que elle a maintenant le VIH. Et vous savez que vivre avec le VIH, c'est vrai qu'actuellement beaucoup de gens vivent avec, mais pour une jeune fille de son âge, elle risque de mourir de dépression si elle n'est pas accompagnée. Okay. Donc, vraiment, Monsieur Alexis, j'aimerais insister sur le fait qu'on doit se mettre en tête qu'une réponse de qualité doit répondre aux besoins véritables de la victime. Est-ce que cette victime vous a dit, est-ce qu'elle est consentante d'aller en justice? Parce que c'est vrai, on aimerait que les bourreaux croupissent derrière les barreaux. Mais peut-être que pour cette victime, elle voudrait juste être accompagnée sur les plans psychosocial, elle voudrait juste retrouver sa vie normale. Donc, on parle de la prise en charge holistique ou de la réponse holistique, ça veut dire médicale, psychosociale, juridique, voilà. Et la réinsertion. Je pense que vous êtes en train de parler déjà, vous êtes déjà en détail des choses que nous devons bientôt aborder. Et c'est pourquoi je préfère que l'on commence cette question-là avec FMMDI. Monsieur Collin, vous recevez dans votre organisation plusieurs cas de VBG. Comment vous faites pour leur prise en charge holistique? Et est-ce que vous rencontrez quelques difficultés? Merci beaucoup. Nous devons parler de tout ça, mais restons aussi vrais. C'est que FMMDI et beaucoup d'autres structures ici sur la ville qui luttent contre le VBG, ce sont des organisations de mise en œuvre. Il y a les partenaires et vous savez, les partenaires, avec les partenaires, nous discutons sur, par exemple, une certaine cible, un target. Si on dit par exemple que cette année, FMMDI doit prendre en charge 200, c'est un exemple, 200 personnes, c'est-à-dire que nos efforts seront un tout petit peu limités, mais pour répondre à votre question, limité à ces 200 personnes, pour répondre à votre question, quelqu'un vient, déjà chez nous, au niveau des FMDI, nous sommes en partenariat avec certaines structures médicales, en dehors des CISM que nous avons sur la ville, c'est-à-dire au niveau de Kalimba Mulumba, au niveau de Lukonga, l'hôpital général de référence de Lukonga. Il y a quand même des centres de santé avec lesquels nous sommes en partenariat, qui ont des kits PEP. Alors, si une victime vient et qu'elle a été victime, je veux dire une survivante, elle a été victime de viol par exemple, après avoir parlé avec elle, parce que au tout début j'ai dit aussi que la réponse au fait, elle est centrée sur la victime. Parce que même quand nous allons arriver à la fin, il faut que nous puissions arriver au... comment on dit, on appelle ça en anglais « do not harm ». Don't harm, c'est-à-dire il faut pas nuire, il faut pas que la réponse nuise encore à la victime. Donc il faut que ça soit centré sur la victime, sur les besoins de la victime, comme Madame Merveille l'a dit. Donc on l'amène à l'hôpital déjà pour essayer de prévenir ce dont elle a parlé, c'est-à-dire des grossesses non désirées et puis des maladies transmissibles comme le VIH et d'autres IST. Alors ça, il faut que ça se passe dans les 72 heures après l'acte, vous voyez, après ce qui s'est passé. Mais l'accompagnement psychosocial, elle est permanente. Parce qu'au bureau, elle est là déjà. Et même au niveau de nos CISM, il y a nos APES
bien formés qui sont là-bas, qui accompagnent les victimes, parce que effectivement, il faut que les victimes ne meurent pas de dépression. Il faut que les victimes sachent que ce qui m'est arrivé, eh bien, même si ce n'est pas normal, donc, mais on peut s'en sortir. Ouais, la première fois, ce qui veut dire, c'est qu'il est prioritaire, c'est de l'amener d'abord la victime à l'hôpital. À l'hôpital. Et ensuite. Bien sûr, nous avons dit que c'est la porte d'entrée, mais je vais vous décevoir parce que nous avons reçu d'autres cas. Il y a pas très longtemps, une maman est venue, elle a dit que on m'a chassé, on m'a pas violenté, je n'ai pas été victime de viol, mais on m'a chassé de la maison par les frères et les sœurs de mon mari. Nous sommes à la rue avec mes enfants. Vous voyez, il n'y a pas eu violence physique, mais ils ont été tout simplement brutalisés et ils ont été chassés après la mort de l'homme. Eh bien, cette femme comme ça, vous ne l'amenez pas à l'hôpital. Elle n'a pas besoin d'aller à l'hôpital. Directement, c'est le psychosocial qui commence. Et puis, après cela, comme j'ai dit, vous donner l'information à la victime pour dire voilà tes droits, voilà où est-ce que nous pouvons aller avec toi. Nous avons le bureau de consultation gratuite au niveau du barreau, parce que nous travaillons avec le barreau. On peut l'amener là-bas, il y a des avocats et on peut voir si elle veut poursuivre ou aller avec le dossier au niveau de la justice. Et finalement, la porte de sortie, c'est la réinsertion. Pourquoi on parle de la réinsertion? Parce que les femmes du Kasaï et les femmes du monde, très souvent, elles sont victimes de VBG à cause de leur précarité, de la précarité dans laquelle ils vivent. Parce que quand une femme comme Madame Merveille, telle qu'elle est là, elle a quand même un certain standard. Ses problèmes à elle, ses luttes et ses défis ne sont pas les luttes du commun de toutes les femmes qui sont dans la périphérie de la ville. Vous voyez, les autres sont tellement dans une grande précarité qu'elles sont prédisposées presque à subir des VBG. C'est pourquoi il faut qu'on autonomise cette femme. Quand on l'autonomise, on lui donne un kit AGR, c'est-à-dire elle peut faire du commerce. Cette femme va être sur le plan financier autonome. Donc, cette activité génératrice de revenus. Oui, activité génératrice de revenus. Cette femme-là ne sera pas celle qui était frêle, qu'on pouvait bousculer, qu'on pouvait violenter, parce que maintenant elle est autonome. Elle qui pouvait tendre la main, cette fois-ci, elle ne peut pas tendre la main, elle peut se prendre en charge. Voilà, merci beaucoup. Ça, c'est l'ONG Femmes dans la main qui a l'ONG Femmes dans la main pour le développement intégral qui a parlé. Nous retournons à vous, messieurs Félicien Matamachi. Ça, c'est au niveau de la structure, mais sur le plan juridique, comment ça se passe l'accompagnement des victimes? Oui, merci. Sur le plan juridique, lorsqu'il y a une victime, en premier lieu, la victime a besoin des conseils juridiques, c'est ainsi qu'on dit la prise en charge juridique et judiciaire. Donc, juridique, ici, vous donnez des informations à la victime par rapport à ce qui lui est arrivé. Vous donnez des informations, ce qui est comme droit, donc ses devoirs et ses obligations. Vous dites cette possibilité et vous expliquez toute la procédure. Que vous avez la possibilité par rapport à ce qui vous est arrivé d'aller devant la police, soit devant le parquet. Mais si vous pensez qu'au niveau du parquet, les choses ne vont pas marcher, ou soit il y a encore possibilité, par exemple, de faire une situation directe, d'aller directement devant le tribunal pour écourter les temps. Donc, c'est une possibilité et vous expliquez par rapport aux preuves, donc ce que la victime doit disposer et ce que coûterait aussi la procédure. Donc, voilà. Maintenant, si l'organisation a des subventions, a des moyens, l'organisation peut dire non, voilà, vous, victime, vous n'allez pas payer parce que nous avons reçu des fonds pour vous soutenir. Mais la réponse en soi, normalement, la lutte contre le VBG, c'est d'abord, ça doit être une priorité de l'État congolais. Parce que on se donne plus l'impression comme si nous remplaçons l'État. Non, nous ne remplaçons pas l'État. En premier lieu, c'est l'obligation de l'État congolais d'assurer la protection à ses citoyens. Et aujourd'hui, vous allez vous étonner, bon, ça vous n'allez pas vous étonner. La lutte contre le VBG aujourd'hui, c'est devenu l'affaire de la société civile ou des organisations de la société civile. Moi, depuis que je suis maintenant dans cette lutte, il y a 20 ans, et c'est en 2020, donc 2005,
que je suis dans le monde humanitaire jusqu'à aujourd'hui. Vraiment. Depuis que je suis là, j'ai commencé le travail avec Madame Aimé Bakato Ambamba et avec Juge Bavon. Et c'est depuis 2009 que je suis avec Madame Gisèle. Okay. Je n'ai jamais vu un gouverneur ici, même l'actuel. Je ne suis pas informé que le gouverneur a organisé, a appuyé l'audience foraine pour un dossier de viol. La question ici, si vous voyez même les cas par rapport aux chambres foraines, ce sont des organisations internationales ou locales qui appuient. Ouais. Alors que cette question ne devrait pas être une question qui est seulement, essentiellement, une préoccupation des organisations de la société civile. Et vous sentez... Ça devrait impliquer tout le monde. Oui, donc j'ai aimé. Et quand vous voyez la lutte engagée par les membres de la société civile, quelque part aussi, c'est découragé par la justice. Okay. On n'a pas une justice. Je rappelle... Madame maire qui est représentée ici par le chef de division, ouais, que la RDC, lors de son passage à l'examen périodique au Conseil des droits de l'homme, a reçu plusieurs recommandations pour éliminer les violences faites à la femme et à l'égard de la jeune fille. Et ces recommandations, et même si le pays s'est engagé, mais aussi au niveau de province, nous devons sentir l'engagement. C'est comme si, même en tant que chef de division, non seulement, même les chefs de bureau, ça doit être l'engagement même au sein de vos services. Au sein de vos services, on doit s'entendre, on doit sentir qu'il y a l'engagement de notre État. Et ne pensez pas quand on parle de l'État, on va seulement la justice. Non. Je sais que notre justice ici, on n'a pas une justice. Moi, je suis avocat, je sais de quoi j'ai dit. On n'a pas la justice, on a une justice, les gens qui sont en prison ici. Si vous voyez dans notre prison ici, il n'y a que les gens qui n'ont pas l'argent. Si un jeune comme des petits ici, des mineurs, vous n'avez pas un patrimoine, vous n'avez pas de l'argent, quand vous violez, du coup, on vous arrête. Et ceux qui ont de l'argent, ils ne sont pas en prison ici. Je ne vois pas un député, un ministre, un opérateur économique qui a suffisamment de l'argent qui est en prison ici. Non. C'est parce qu'ils ne commettent pas quand même de base. C'est une justice sélective. Comment ça? Pourtant, nous devons avoir une justice qui est distributive. Une justice qui ne tient pas compte des relations, de l'argent, et ainsi de suite. Alors, pour revenir à la question, comment ça se passe au niveau de la justice, la réponse d'égalité? Oui, la réponse d'égalité, ouais. Je vous ai dit que ça commence par la qualité de la personne qui doit accompagner la victime. Okay. Donc, on doit voir, par exemple, en matière de VBG, les avocats qui sont formés, qui doivent assurer la protection. D'abord, quand la victime arrive, vous allez commencer par donner des mesures ou conseils basiques à la personne de la victime. Et quand vous donnez des conseils basiques à la personne de la victime, vous assurez aussi la protection de cette victime, parce que quand la victime vient vers vous, vous devez lui assurer la protection. Et vous lui donnez aussi des conseils basiques, comment la victime doit se comporter de son retour dans sa famille. Et aussi, cette victime-là, vous devez examiner la possibilité de porter plainte. Et cette plainte-là, au préalable, vous devez avoir l'autorisation préalable de cette victime que... donc la victime elle-même... Oui, la victime vous autorise d'initier une plainte. Tout acte que l'avocat doit poser, au moins au préalable, vous n'allez pas dire non parce que la première fois, la victime avait déjà consenti, m'avait déjà autorisé. Non, ça signifie que vous avez porté plainte. Lorsque vous voulez même déposer les éléments ou soit la preuve que vous avez, par exemple l'examen médicaux que vous avez, ou soit les rapports médicaux qui viennent de l'hôpital, pour déposer, vous devez obtenir de nouveau son consentement. Et ce consentement ici, même au niveau des cours et tribunaux. Et quand vous êtes devant les cours et tribunaux, vous avez porté plainte, par exemple, le magistrat a examiné, on a arrêté la personne, et la personne, aujourd'hui, on demande que la victime puisse comparaître devant le tribunal, et vous devez demander les mesures de protection, par exemple, le huis clos, pour que des autres personnes qui ne sont pas intéressées dans la cause sortent.
Que vous soyez avocat ou magistrat qui n'est pas intéressé dans cette cause, vous devez sortir. Parce que parmi nous ici, qui peut accepter qu'on puisse les déshabiller et les faire sortir nus donc en plein air? Personne ne peut accepter. Merci, donc il en est de même quand vous voulez exposer la vie de la victime dans le grand public. Moi, je vois aussi très mal, je suis parmi des organisations, et je vois aussi des collègues qui sont dans des organisations où les autres, vous prenez l'identité ou vous prenez la photo d'une victime, vous publiez sur Facebook, ou soit dans des plateformes que nous avons. Vraiment, c'est indigne, vous exposez des nouveaux. Nous sommes dans un quartier. Moi, je connais aujourd'hui que Madame Merveille, aujourd'hui, elle était habillée dans telle tenue, ou soit l'habit que quelqu'un peut porter dans un village, on sait que c'est Madame Mouchinga qui a souvent la couleur de l'habit rouge. Non, on l'identifie facilement. On peut l'identifier facilement. Et quand vous exposez cette personne de la victime, vous exposez des photos, je ne sais pas vous le faites pourquoi. Est-ce que vous avez reçu l'autorisation de cette victime pour exposer son identité, sa photo dans le grand public? Imagine que ça soit toi. Tu es une femme mariée, homme marié, qu'on puisse prendre ta vie, on t'a tabassé par ton mari, ou la façon où tu t'es déshabillé dans la chambre, qu'on puisse prendre ta photo là, exposée dans le grand public. Est-ce que vous allez accepter? Mais pourquoi nous acceptons pour que nous puissions prendre les identités ou les photos des victimes pour exposer dans les médias? Vraiment, merci beaucoup maître, merci beaucoup. Avec la nouvelle loi sur les numériques, je pense qu'il y a des sanctions quant à ça. Nous revenons vers vous Madame Merveille. Vous venez de suivre les deux co-débatteurs. Il y a Colin Tibondo et Félicien Matamache. Ils en ont parlé concernant cette réponse des qualités. Mais comment vous faites au sein de votre structure pour garantir la confidentialité et la sécurité de la victime une fois qu'elle est venue vers vous? Alors, déjà, on doit savoir que la confidentialité et la sécurité de la victime, c'est parmi les principes directeurs de la gestion des cas de violences basées sur le genre ou les violences sexuelles. Et tous les acteurs qui travaillent sur cette question sont censés faire en sorte que la victime se sente en confiance et faire en sorte que la victime se sente sécurisée. D'abord, lorsqu'on reçoit une victime ou survivante, comme on aime actuellement les appeler dans les jargons courants, lorsqu'on reçoit une survivante, déjà dans notre organisation, ou même, je ne préfère pas personnaliser ça pour Amour Plus, mais je sais que c'est comme ça que ça se passe, même dans d'autres organisations, on a toujours ce qu'on appelle une salle d'écoute. Une salle d'écoute confidentielle, une salle d'écoute où la victime peut se sentir en sécurité. Et on fait toujours en sorte que la victime ne se retrouve pas face à plusieurs personnes. Parce qu'en général, une personne qui a été victime de viol, vous la mettez en face de plusieurs personnes, elle a l'impression de se sentir stigmatisée. Mais elle peut être en face d'une seule personne, mais cette personne-là n'a pas de secret. Exactement, mais il faut, c'est ce que je suis en train d'expliquer tout à l'heure. Au-delà d'avoir une salle confidentielle, on a des personnes qu'on appelle gestionnaires des cas qui sont formés, renforcés en capacité plus souvent. Parce que c'est comme Maître Félicien était en train de le dire, il faut se rassurer que la personne que vous mettez en face de la victime ou de la survivante, c'est une personne formée. Une personne, je donne un exemple, moi j'arrive, je vous dis, écoute, j'ai été victime de viol pendant que j'étais en train d'aller à la source. Ça veut dire que vous commencez, vous découragez la victime, vous la victimisez davantage. Quand la victime arrive, au-delà de la recevoir dans une salle confidentielle, on a quelqu'un qui la reçoit, un gestionnaire des cas ou une gestionnaire des cas formée, qui est tenu au principe de confidentialité, qui sait que je ne peux pas... En fait, les gestionnaires des cas, c'est comme les médecins. Quand vous allez vers un médecin, rassurez-vous, en tout cas, je sais qu'il y a des exceptions, mais rassurez-vous qu'un médecin qui a prêté son serment d'Hippocrate convenablement ne divulguera jamais vos secrets. Il en est de même pour nous qui gérons les cas de violence basés sur le genre. Nous sommes tenus à la confidentialité. Quand une victime me raconte son histoire, d'abord, je ne juge pas.
Ça, c'est la première des choses qu'il faut qu'on se mette en tête. Je ne juge pas, je ne suis ni son père, ni sa mère, ni sa tante pour commencer à juger. Pourquoi tu es sorti à cette heure-là? Comment tu étais habillé? Vous aussi, quand on vous conseille, vous n'écoutez pas. Je ne peux pas me permettre de dire ça à la victime. Et si c'est une personne que tu étais en train de chercher pour qu'elle tombe plutôt dans les salles draps et du coup elle est venue vers vous, vous dites en tout cas je dois saluer quand même sa réputation parce qu'elle est venue. Est-ce que vous trouvez ça normal quand même? C'est comme je le disais, je vais le reprendre. Un médecin à l'hôpital, même s'il reçoit son ennemi, entre parenthèses son ennemi, il est censé soigner ce patient-là sans dire à d'autres personnes que j'ai reçu. C'est pour dire que nous, en tant qu'acteurs d'abord de la société civile, moi je ne sais pas si dans la vie d'ici j'ai des problèmes avec quelqu'un. À moins que la personne elle-même ait des problèmes avec moi. Mais moi je travaille, on dit qu'on est des humanitaires. On travaille pour les autres. On se sacrifie pour les autres. Comment expliquer que moi, en tant qu'actrice de la société civile, ou encore une activiste qui milite pour le droit des autres, je puisse avoir des personnes que, voilà, comme vous étiez en train de le dire, des personnes avec qui je ne m'entends pas et je les attends comme si j'étais en train d'étendre des pièges. En tant qu'acteur, en tant qu'humanitaire, on travaille pour les autres, on travaille pour la communauté. Donc, je ne peux pas me mettre en tête que cette personne-là, j'ai un problème avec elle et j'attends le jour où il va se retrouver dans mon filet. Parce que même les bourreaux, permettez-moi de vous le dire, nous, on n'insulte pas les bourreaux, on est... Voilà, tout ce que nous, on fait, c'est juste dénoncer pour que la justice fasse son travail. Je ne peux pas prendre mon téléphone... Vous n'insultez pas, donc il y en a qui insultent. Je ne peux pas... Non, quand je dis nous, je parle au nom de tous les acteurs. Je ne parle pas de merveille ou je ne parle pas de amour plus. Ça veut dire, permettez-moi de... C'est parce que quand vous dites nous, on peut comprendre que votre organisation n'insulte pas, mais les autres organisations insultent. Non, quand je parle de nous, je parle au nom... Ici, nous représentons les organisations qui œuvrent au Kasaï Central. Merci beaucoup, merci. Ça veut dire, permettez-moi d'achever mon idée. D'accord, vas-y. On fait tout pour que la victime se sente en confiance. Et si la victime ne se sent pas bien avec la personne qui est en face d'elle, elle a le droit. C'est comme un malade qui a le droit d'exiger, moi je veux tel médecin. Moi, quand je vais me faire soigner, je préfère être suivie par le même médecin. Il en est de même pour les victimes ou les survivantes. Elles doivent se sentir à l'aise et en sécurité avec la personne. Et pour se sentir en sécurité, autre chose, c'est comme Maître Félicien venait de le dire, on n'a pas le droit de publier les photos ou les images des victimes. Ça, excusez-moi, permettez-moi de le dire, mais il y a même des journalistes, moi je suis parfois à la radio, tu entends un journaliste dire, à Katoka 2, on a violé une fille telle, son nom c'est telle, sa maman est venue dénoncer, mais c'est grave. C'est grave. Et je me dis, ce n'est peut-être pas de leur faute parce qu'ils n'ont pas été formés. Mais quand vous n'êtes pas formés sur la thématique, il serait préférable de vous taire. Parce que quand vous divulguez, on voit même sur les groupes WhatsApp, on envoie un message, une fille de tel quartier a été victime de viol, on envoie ses photos. Vous exposez la victime. Vous exposez la victime au point où elle peut même avoir des problèmes peut-être dans sa famille, dans son foyer. Vous pouvez briser un mariage, vous pouvez briser une famille parce que... Et si c'est la victime elle-même qui a publié ces photos disant aujourd'hui, chers tous, voilà, je viens d'être violée, je suis désolé, regardez. Si c'est la victime elle-même... C'est vrai que parfois les victimes ne sont pas toujours formées au principe de confidentialité, mais lorsque vous recevez une telle victime dans vos locaux, il est toujours préférable de conseiller à la victime de supprimer ces images. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui elle est victime de viol à 16 ans, mais après elle sera maman, elle sera, je sais pas, une grande personnalité dans ces pays, et ces images vont rester des images qui peuvent vous rattraper plus tard, parce que vous savez que les Congolais, on est très fort dans les archives. On archive, et le jour où tu deviens ministre d'État, on ressort cette photo où tu avais publié, disons, que tu étais ministre, tu étais victime de viol ou victime d'une agression sexuelle. Donc c'est important de présenter à la victime... Je ne vous coupe pas la parole, il y a toujours des arguments. Non, ça c'est montage, en tout cas c'est pas moi.
les photos là, en tout cas, ne croyez pas à ce que vous êtes en train de voir. Vous pensez que ça va être facile que quelqu'un puisse se laisser vraiment dominer comme ça par des humains. Mais justement, vous savez qu'aujourd'hui, grâce à la technologie, on a la possibilité de vérifier si cette photo est montée ou une photo réelle. Ouais. Moi, j'ai suivi une formation en fact-checking, vérification d'informations, et moi, je sais vérifier si cette photo ou si cette image est bien réelle. Donc, nous, en tout cas, le Congolais, on est très fort dans l'archivage et dans les recherches. On peut te retrouver une photo de toi quand tu avais 2 ans. Ouais. Donc, il est important de conseiller aux victimes de ne pas rendre public ce qui s'est passé. Parce que la victime a le droit d'être protégée. La victime a le droit d'être sécurisée, que ce soit sur les réseaux, que ce soit à la radio, on n'a pas le droit. Et pour nous les acteurs, même si vous voulez poster une photo des dos peut-être de la victime, il serait préférable de faire de votre mieux, par exemple pour on dit flouer ou flouter. Flouter peut-être les habits qu'elle portait, parce que comme Maître Félicien le disait, aujourd'hui vous m'avez vu habillée comme ça, on m'a pris des photos. Demain vous voyez une photo de moi publiée, on dit une actrice de la société civile a été victime de viol, vous voyez cette veste, même si vous ne voyez pas mon visage. Ah, mais la dame là, un jour elle avait porté cette veste, donc c'est elle. On peut facilement identifier les victimes même par leurs vêtements, par leur coiffure, par leurs mains. Donc c'est important. Parfois, vous voulez publier les photos des victimes juste pour montrer à quel point c'est grave. Mais s'il vous plaît, respectons le principe de sécurité des victimes. Ouais. Faisons en sorte que personne n'arrive à identifier que sur cette photo, c'est Merveille ou c'est Judith. C'est très important. Voilà, on reviendra sur les conséquences qui peuvent arriver quant à ces. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, vous tous qui êtes là, comment garantir une réponse de qualité aux victimes des VBG? Rapidité, coordination et respect des normes. Nous sommes à la dernière partie de ces débats et surtout pour ce deuxième panel, des suggestions sur des stratégies pour mettre au courant des communautés, au courant du processus des référencements des cas des VBG. Je signale que vous suivez cette émission, bien sûr, en direct sur les antennes de la radio Canon 24 et nos deux médias respectifs. Je cite Boutachimini officiel et Info Vibe TV, sans oublier les médias sœurs sur place dans la salle qui relayent l'information. Nous prenons une série de questions, bien sûr, parce que nous tendons vers la fin de cette émission. Nous prenons une série de questions. Ça va être 6 questions tout simplement, 3 pour les hommes et 3 aussi pour les femmes. Merci de vous manifester et surtout restez focus sur ce que vous allez dire. Et présentez-vous avant de poser la question. Merci. Donnez les micros à M. Pierre. Merci beaucoup de la parole. C'est M. Augustin Luboya Kassonga. Merci, Augustin. Je suis syndicaliste protestant. Un syndicaliste est avant tout enseignant. C'est pour vous dire que je suis enseignant. Voilà. Je viens d'entendre que la victime de VBG a besoin de l'assistance. Cette assistance, elle doit l'obtenir auprès des personnes, auprès des gens formés. Auprès des gens bien formés, des gens outillés, formés pour venir en aide aux victimes des VBG. La question que je pose est celle-ci. À qui? Concrètement. Vous vous adressez à qui? La question. Je m'adresse à madame. Voilà. Concrètement, qui est formé pour venir en aide aux victimes de VBG? Comment les découvrir? Voilà. Si ces gens, est-ce que ces gens formés pour venir en aide aux victimes de VBG se trouvent dans tous les coins et recoins de notre province? Est-ce que ces gens se trouvent partout où nous vivons? Si oui, tant mieux, madame pourra le prouver. Sinon, à qui s'adresserait alors la victime de VBG? Merci. Voilà, merci beaucoup. Je préfère que vous répondiez, que nous soyons en direct comme ça, parce que vous risquez d'oublier d'autres aspects. Madame, vous avez la parole. Alors, merci beaucoup de la question. Qui est formé? Vous devez savoir qu'au niveau de la province, on a ce qu'on appelle la cartographie d'intervention.
Et sur cette cartographie, on a un circuit de référencement qui démontre clairement quels sont les acteurs, quelles sont les organisations qui travaillent dans tel ou tel autre coin. Je donne un exemple pour la ville de Kananga. Il y a une cartographie qui montre les organisations qui travaillent, par exemple, dans l'accompagnement psychosocial. On sait que, je donne un exemple, FMDI travaille dans l'accompagnement psychosocial, Amour Plus travaille dans l'accompagnement psychosocial. Quand on dit qu'une organisation travaille ou a un paquet d'accompagnement psychosocial, ça revient à dire que cette organisation a un personnel formé. Pour la prise en charge psychosociale, par exemple, on sous-entend que ces organisations disposent des psychologues et des assistants psychosociaux qui sont là pour accompagner les victimes. Quand on dit, par exemple, pour la prise en charge juridique, on sait qu'au Kasaï central, il y a quelques structures qui accompagnent les victimes sur ce plan. On a Refedef qui accompagne sur le plan juridique, on a FMDI, on a la LISADEL, on a d'autres organisations. Ça revient à dire que ces organisations ont en leur sein des avocats qui sont formés, qui ont été outillés et qui maîtrisent le principe directeur pour accompagner les victimes. Donc, pour finir, on a un circuit de référencement pour les Kasaï central, et je sais que dans d'autres provinces c'est pareil, où on a aligné selon le domaine de prise en charge les ONG, les acteurs, même les structures médicales qui prennent en charge les victimes. Voilà pourquoi j'ai parlé des personnes formées. Avant que vous puissiez être reconnu comme organisation qui travaille dans tel ou tel autre domaine, il y a le sous-cluster VBG et la division du genre qui entérinent cela, après avoir vérifié qu'effectivement vous disposez de ces services-là. Je pense que la réponse a été donnée. Une deuxième personne, il y a une question là dans la salle. Non, donne le micro d'abord ici. Souffrez qu'on accorde la primaire aux femmes aussi. Hein. Merci pour la parole. Moi, c'est Katena Moutupai Vero. Voilà. Je suis élève du lycée d'Ipadjan Zambi. Je suis en 4e commercial. C'est vrai que la dame a parlé pour dire que nous devons, donc, elle doit rassurer la personne, donc la victime, qu'elle est en sécurité et que ses secrets peuvent très bien être gardés et qu'elle ne peut pas les divulguer. Imaginez un peu que vous êtes en face d'une personne qui souffre de troubles en paix, comment on appelle ça, psychologique. Cette personne-là, même si vous lui parlez de la confidentialité, vous croyez que cette personne-là, si elle sort du bureau, elle pourra se taire? En tout cas, moi, je ne crois pas qu'elle pourra se taire, puisque cette personne-là est un peu obstinée par ce qu'elle voit, par ce que les autres disent. Merci. Tu as une autre question? Non. Alors, j'aimerais qu'elle puisse un peu être plus explicite, qu'elle puisse un peu nous donner des exemples, qu'elle puisse un peu nous dire comment nous devons lutter avec ce genre de personnes. Merci pour ta question. Je pense que FMDI était revenu également là-dessus. Elle a bien sûr énuméré les différentes étapes, donc la procédure pour arriver à ce que tu as dit pour l'assistance psychosociale. Je pense que, madame, vous avez un point à mettre avant qu'on donne la parole. Oui, moi j'aimerais te donner un exemple concret. C'est vraiment une très belle question que tu poses. Donc il n'y a pas seulement, s'il vous plaît, il n'y a pas seulement madame Merveille à qui vous devez vous adresser. Les risques de craquer, c'est pas bien. Il y a 3 invités en face de vous. Essayez un peu d'équilibrer les questions. Merci. Alors je disais que c'est une très belle question que tu poses. Je vais donner un exemple concret. On a reçu à notre bureau une fille de 8 ans qui a été violée par son grand-père. Lorsqu'on l'a reçue, en fait, c'était comme elle a été perturbée sur le plan psychosocial et l'attitude qu'elle a développée, c'est qu'elle ne parlait pas. On la reçoit à notre bureau accompagnée de sa mère et son père, mais la fille ne voulait pas parler. Il y a une de mes collègues qui l'a reçue, qui a essayé pas d'échanger. Ma collègue parlait, mais elle ne voulait pas parler. Elle avait tout le temps le regard baissé, sa tête baissée vers le sol. Vous comprenez que pour une fille de 8 ans, ça a dû être un coup assez difficile parce qu'une fille de 8 ans, imaginez, c'est vraiment une toute petite fille qui apprend à peine à lire ou à parler. Et donc, moi, je la reçois, j'essaie de lui dire 2 mots qu'elle aimerait entendre. Je me suis mise à sa place. Ça veut dire que quand vous recevez une victime, il faut vous rabaisser à son niveau. Qu'elle sente que vous n'êtes
qu'elle n'est pas seule dans cette situation. Parlez-lui comme vous parlerez à votre sœur. Voilà. Et j'ai vu cette petite fille de 8 ans se mettre à pleurer. Elle a pleuré toutes les larmes de son corps. Pendant 30 minutes, je suis restée à la regarder parce qu'il faut laisser la victime exprimer ses émotions. Elle s'est mise à pleurer. Et c'est 2 heures plus tard qu'elle a commencé à m'y parler. Voilà. Pourquoi? Parce que je l'ai mise en confiance. Je lui ai fait comprendre qu'elle n'était pas seule dans cette situation et qu'elle avait besoin de parler à quelqu'un. Je lui ai dit que j'étais son amie. Je lui ai dit que j'étais là parce qu'elle se disait peut-être que si elle me parlait, j'allais à mon tour parler à son père ou à sa mère de la situation. Voilà pourquoi même quand vous êtes en face d'une mineure, il est important que vous puissiez avoir la possibilité de lui parler seul à seul. Une fille de 15 ans ne va pas vous dire devant sa mère, par exemple, que le monsieur, on s'est donné rendez-vous et j'ai parté. Peut-être qu'elle aurait peur que ses parents puissent tonner sur elle. Et donc, quand on est resté seul, elle m'a parlé. Parce qu'elle s'est rendue compte qu'elle avait besoin d'aide et elle a trouvé en moi cette personne qui pouvait l'aider. Merci beaucoup. Il faut toujours qu'on rassure la victime. Merci. Peu importe le trouble que la personne peut avoir. Voilà pourquoi au sein de nos structures, on a des psychologues. Et ils ont étudié pour ça. Ils savent comment aborder une personne qui a subi un choc émotionnel. Moi, je ne suis pas psychologue. J'ai été formée sur l'accompagnement psychosocial. Mais on a des psychologues qui ont fait 5 ans à l'université. Ils étudiaient seulement comment accompagner les personnes qui ont été, en tout cas, qui ont subi un trouble émotionnel. 4 questions. On accorde la parole. Il y a une dame ici, donne le micro. Après elle, c'est Félix. Après Félix, il y a nos 2 amis de l'autre côté en uniforme. Merci pour la parole. Je réponds au nom de Thérèse Batena Moubadji. Je suis conseillère de la commune d'Endécha. Madame, je voulais poser une petite question en ce qui concerne la violence faite aux femmes. Mais il y a les durées. Quand on a violé une femme, peut arriver à l'hôpital pendant combien de jours ou bien pendant combien de heures? En plus de ça, quelle sera la conséquence de dépasser plusieurs jours, de ne plus être à l'hôpital? C'est pour cela que je voulais poser une petite question là pour savoir. Merci. Dans 10 secondes, j'aimerais juste rajouter que les conséquences, j'ai parlé au début de mon intervention d'une fille de 16 ans qui a été violée. Malheureusement, on ne l'a pas amenée à l'hôpital parce qu'on avait peur. On se disait... La famille se disait, on va avoir honte parce que tous les quartiers vont découvrir que notre fille a été violée. Mais la conséquence, c'est quoi? La fille est tombée enceinte, la fille a contracté le VIH. Quand vous allez à l'hôpital, quand une victime va à l'hôpital, avant 72 heures, ça veut dire dans les 3 jours après le viol, on a la possibilité, dans les kits post-viol dont M. Collin a parlé tout à l'heure, le kit est constitué de tous les médicaments possibles pour prévenir la grossesse, pour prévenir les infections sexuellement transmissibles. Donc, il y a beaucoup de conséquences, mais j'aimerais parler que de ces 2 qui sont plus courants. Merci. Félix, tu as la parole. Merci. Patientez, on va vous accorder la parole. C'est Félix Moulumba, journaliste. Je commence avec FMDI. Ça fait un temps que vous parlez de la lutte contre les VBG, violences faites aux femmes. Quels sont les résultats que vous avez déjà obtenus et pourquoi vous continuez? Ça, c'est la question pour FMDI. ONG Amour Plus, vous avez parlé de la formation des victimes. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez lancer un plaidoyer au niveau de partenaires, peut-être pour former des victimes? Et comment vous pouvez procéder? Une question à Maître Matamachi. En tant que maître avocat, vous avez dit, nous n'avons pas de justice. Pourquoi? Et vous, à votre niveau, qu'est-ce que vous comptez faire? Merci. Notre ami a posé la question. Ça fait déjà un bout de temps que nous parlons des VBG. Nous sommes en train de parler des réponses. En fait, à ce jour, il y a eu des centaines et des centaines de femmes que nous appelons survivantes qui sont passées par le FMDI et qui ont été assistées, qui ont reçu la réponse de qualité dont on parle, donc la réponse holistique. Déjà que elles ont été, il y a eu prévention, il n'y a pas eu de grossesse à cause de la diligence. On est allé avec elles très vite au niveau de l'hôpital. On les a pas perdues psychologiquement parce que l'accompagnement reste omniprésent
présent, cet accompagnement psychosocial. Et puis, finalement, en dehors, je voudrais pas parler du juridique, je parle plutôt de la porte de sortie de la réinsertion. Je parle des centaines et des centaines de femmes ici, sur la ville de Kananga, pour l'instant, qui sont en train de diriger leur AGR, c'est-à-dire les activités génératrices de recettes, qui sont devenues plus ou moins autonomes. Et nous avons même des histoires à succès. Ces femmes sont revenues vers nous. Il y a même des enquêteurs qui sont venus de Kinshasa, qui ont parlé avec, échangé avec elles, et ils ont ouvert leur cœur pour dire oui, vraiment les programmes mis en place, la réponse que nous avons reçue nous a aidés. Aujourd'hui, nous sommes capables de faire ceci et cela. Nous pouvons nous prendre en charge. Nous prenons nos familles en charge. Eh bien, ça, c'est la grande motivation qui nous pousse à continuer, parce qu'effectivement, des centaines et des centaines de femmes sur la ville de Kananga ont reçu cette réponse holistique ou cette réponse de qualité. Merci beaucoup. Maître Matamash, il y a une question qui a été posée. Vous pouvez répondre. Oui, il n'y a pas de justice. Oui, vous le savez avec moi qu'il n'y a pas la justice au Kasaï central. Parce que les magistrats du parquet ne peuvent pas rendre justice. C'est les cours et tribunaux qui rendent justice. Vous savez que à l'étendue de la province, dans beaucoup de territoires, les tribunaux de paix, les tribunaux de grande instance, par exemple, en matière de VBG, moi j'ai personnellement 40 depuis 2024 devant les tribunaux, devant les tribunaux de grande instance de Tchumboulou. Ouais. Il n'y a qu'un seul juge et il ne peut pas siéger. Dans beaucoup de tribunaux, ces tribunaux ne fonctionnent pas, c'est des noms. Il n'y a pas de magistrat. On ne peut pas dire qu'il y a donc il y a une justice. Donc il y a une justice quand il y a les magistrats. Mais en l'absence de magistrats, il n'y a pas. Et ce que nous faisons, c'est quoi? Nous faisons le plaidoyer pour qu'on puisse affecter les magistrats. Okay. À ce jour, les magistrats ils sont en formation et vous verrez les magistrats être affectés dans beaucoup de territoires. Merci, c'est bien suivi. La réponse, on revient à vous, madame. Alors, c'est vraiment une très belle question. Quand je parlais tout à l'heure de la formation des victimes, vous m'avez donné des idées par votre question. C'est vraiment, il s'agit ici de peut-être mener un plaidoyer auprès d'autres organisations qui reçoivent les victimes pour s'assurer que les victimes reçoivent également, ne serait-ce qu'un briefing sur les principes de confidentialité, les principes de sécurité. Parce que, vous savez, la sécurité d'une victime dépend avant tout d'elle-même. Nous, en tant qu'organisation qui recevons la victime, on fait tout pour mettre en sécurité la victime. Mais est-ce que la victime sait, par exemple, qu'elle-même aussi a une part de responsabilité dans sa sécurité personnelle à elle-même? Donc moi, je prends cela vraiment comme une recommandation, ensemble avec toutes les organisations qui sont dans la salle. S'il vous plaît. Non, ce n'est pas une recommandation que moi je formule, mais vraiment j'aimerais prendre la question comme une recommandation pour nous en tant qu'organisation, en tant qu'acteurs. Merci. Merci. Une seule question, tout simplement. Une seule question, parce que nous avons épuisé vraiment de notre temps. S'il vous plaît, prenez le micro. Ouais. Vous vous présentez. Merci de la parole, cher modérateur. Je suis Grace Tufaka Tudimba, staff de Cri du peuple opprimé, CPONG en sigle. Merci. Cher Merveille Sanguilola, j'ai une question. Est-il possible de faire l'accompagnement psychosocial de la survivante, donc la suivre jusqu'à la maison dans leur famille, si elle ne veut pas encore rentrer au sein de votre organisation, d'être suivie dans une salle d'écoute? Parce que vous avez parlé de la confidentialité et la sécurité, et la sécurité comme principe directeur de la gestion des cas. Merci beaucoup, madame. En fait, l'accompagnement psychosocial, c'est vraiment un tout. Ça ne se limite pas à la première rencontre avec la victime ou la survivante, mais l'accompagnement psychosocial se poursuit jusqu'au rétablissement complet de la victime. Ça veut dire, on a ce qu'on appelle de VAD, visite à domicile. Dans l'accompagnement psychosocial, l'accompagnateur, l'assistant psychosocial ou le psychologue trace un programme
d'accompagnement avec la victime. Et dans ce programme, on peut inclure des visites à domicile. Ça fait du bien quand la personne qui t'accompagne, c'est comme ton médecin qui vient te rendre visite à la maison. Merci beaucoup, je pense que ça a été un plaisir. Qu'est-ce qui devra être fait pour vulgariser la procédure d'accompagnement des victimes au Kasaï central? Réaction des invités. Nous commençons avec vous, Maître Matamash. La conclusion, qu'est-ce qui devra être fait pour vulgariser cet accompagnement? Bon, pour vulgariser, ça demande des moyens. Pour vulgariser, moi, je demande à ce que l'État s'implique. Que l'État s'implique. Aujourd'hui, j'ai appris hier que le gouverneur est allé déposer les budgets au niveau de l'Assemblée provinciale. Mais vous vous demandez quelle est la part de la situation des VBG. Est-ce qu'il a réservé un budget conséquent par rapport aux victimes des VBG? Donc, c'est que la question des VBG ne doit pas être une question réservée aux organisations de la société civile. Donc, nous demandons à toutes les autorités de s'impliquer jusqu'au niveau d'un agent de l'État, de s'impliquer parce que cette question, c'est une question qui demande la responsabilité d'abord de l'État. Nous retenons de votre intervention qu'il faut nécessairement avoir un budget conséquent pour mener des vulgarisations. Et puis nous partons vers vous, madame, parce que vous tenez les micros. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour vulgariser cet accompagnement des victimes pour qu'il y ait une bonne réponse d'égalité? Alors, moi, j'aimerais insister sur ce que Maître Félicien disait. C'est l'État qui a la responsabilité de lutter contre les violences basées sur le genre. Tout ce que nous faisons, c'est un accompagnement. Ce qu'il faudrait que l'on fasse, c'est que nous, en tant qu'organisation, qu'on ne travaille pas en solo, qu'on ne travaille pas seul. Il faudrait à un moment responsabiliser l'État. Ça veut dire que Amour Plus a gagné un projet avec un partenaire. On appelle la division du genre, on appelle toutes les parties prenantes. Mettez-vous. Qu'est-ce qu'on fait pour une prise en charge, pour un accompagnement durable? Parce qu'il ne faudrait pas accompagner ou faire la lutte seulement quand on a un projet, mais comment on pérennise des actions que nous mettons en œuvre. Ça veut dire qu'il faudrait qu'on responsabilise l'État, que l'État comprenne que les organisations ne font que nous accompagner. Voilà, vous avez ajouté également que les organisations soient unies pour que cette procédure soit respectée. On revient à FMDI, votre réaction par rapport à ce qu'on peut faire pour vulgariser la procédure d'accompagnement des victimes dans la province du Kasaï central. Merci beaucoup, Madame Merveille et même Maître Matamashi ont déjà dit l'essentiel. Moi, je vais plutôt parler aux ONG de mise en œuvre de la lutte contre les VBG. Je vais nous sensibiliser pour aller encore sensibiliser et vulgariser parce que j'ai compris après être resté un tout petit peu dans cette lutte, j'ai compris que la sensibilisation qui est la prévention doit accompagner aussi la réponse. Donc, parce que la sensibilisation, nous la faisons au niveau des communautés, c'est-à-dire nous rentrons à la base pour que c'est que nous avons combattu, la question qui a été posée, à laquelle nous avons donné la réponse, eh bien qu'elle ne revienne pas. Donc il faut aller encore sensibiliser et notamment pour dire aux gens que, attention, quand vous avez tel problème de viol et consorts, vous devez appeler par exemple les numéros verts qui sont connus. Voilà. Et voilà, donc voilà. Donc, merci beaucoup Colin Tibondo de la FMMDI, et ce sera les mots de la fin de notre émission. Merci à vous trois d'avoir répondu à notre invitation. Merci au public et aux autorités qui nous ont honorés sur place. Sur ce plateau, nous avions Madame Merveille Sanguilo, la coordonnatrice de l'ONG Amour Plus. Madame, merci d'avoir répondu à notre question. À vous de l'invitation. Nous étions en face également de Colin Tibondo de l'ONG Femmes Dalamé pour le développement intégral. Monsieur Colin, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci, nous avons été honorés. Maître Matamashi, vous êtes aussi coordonnateur des REFEDEF. Merci de votre présence dans ces débats. Merci. Merci également à toute l'équipe du consortium des médias Mbouta-Timini officiel et InfoVibe TV. Guy Bitéman était à la technique, supervision de José Capena, Alexandre Moulumbo Michoni, c'est moi. J'étais à la présentation de cette émission. Merci à vous tous qui nous écoutez plutôt sur nos plateformes numériques. N'oubliez pas de vous abonner et partager nos productions régulièrement pour que vous ne manquez rien. Merci à toutes et à tous. Nous vous
disons une fois de plus merci et infiniment.